Bonsoir et bienvenue à tous. Lundi 26 septembre, voici les titres. Les très mauvais chiffres du chômage sont tombés. Une nouvelle hausse. Pour le mois d'août, 50 200 personnes supplémentaires sont à la recherche d'un emploi. 3,5 millions de Français sont sans aucune activité. Une très mauvaise nouvelle pour François Hollande et le gouvernement. Certains déodorants favoriseraient-ils les risques de cancer du sein? C'est ce que confirme une étude publiée par des chercheurs suisses. Elle met clairement en cause les sels d'aluminium présents dans la plupart des antitranspirants. Explication. L'incroyable mobilisation des habitants de Venise. Ils ont manifesté leur colère hier soir sur l'eau. Des centaines d'embarcations sont venues défier les paquebots qui déversent chaque jour des milliers de touristes. Un danger, selon eux, pour l'équilibre fragile de la cité des Doges. Ce 26 septembre était aussi la journée mondiale de la contraception en France. Trop de femmes oublient encore de prendre leur pilule. Conséquence, une grossesse sur 5 serait non désirée. Nous répondrons à toutes vos questions. Et puis, à la fin de ce journal, des nouvelles d'Hélène Ségara. La chanteuse revient avec un disque de reprise de standards italiens, des chansons cultes qui lui ont permis de renouer avec ses origines transalpines. On commence donc ce journal avec les chiffres du chômage. Le chômage qui repart à la hausse avec 50 200 demandeurs d'emploi supplémentaires de catégorie A en août. Cela représente une hausse de 1,4% par rapport à juillet. Accessoirement, une très mauvaise nouvelle pour François Hollande et le gouvernement. 3,5 millions de personnes sont donc aujourd'hui sans aucune activité professionnelle en France. Sarah Warny, Jean-Baptiste Bruno et Geoffrey Marin-Joris. Dans ses pires cauchemars, le gouvernement ne s'attendait pas à une telle explosion sur le front du chômage. Août, 50 200 chômeurs de plus en catégorie A, ceux n'ayant exercé aucune activité. Une hausse inédite depuis janvier 2013, plus de 3 ans et demi. Un chiffre qui plombe l'embellie, réel, esquissé depuis le début de l'année. C'est un très mauvais chiffre, c'est-à-dire qu'historiquement, on a rarement des évolutions aussi mauvaises. Et ce qui surprend, c'est qu'on était plutôt dans une tendance baissière, on va dire depuis fin 2015. On voit que l'économie française a du mal à décoller, le redémarrage est lent, on voit que le deuxième trimestre, la croissance a été mauvaise. La hausse frappe toutes les classes d'âge. Le gouvernement avance une explication conjoncturelle. Nos anticipations défavorables liées aux difficultés rencontrées au lendemain des attentats du mois de juillet dans certains secteurs, notamment dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans la restauration et dans le commerce de loisirs, se sont malheureusement confirmés. Consolation pour le gouvernement, l'objectif de 500 000 formations visées cette année se rapproche. Les demandes de formation des chômeurs ont augmenté de plus de 5% en août. Double avantage, favoriser le retour à l'emploi et sortir les chômeurs de la statistique scrutée chaque mois, car une fois en formation, ils n'en font plus partie. En début de quinquennat, ce que François Hollande a fait, c'est faire énormément augmenter le nombre d'emplois aidés. Et en fin de quinquennat, il fait énormément augmenter le nombre de formations. En incluant toutes les catégories de chômeurs, sans activité ou exerçant une activité réduite, la France compte 5 820 000 demandeurs d'emploi. L'inversion de la courbe du chômage, condition posée par François Hollande pour une nouvelle candidature présidentielle, ne se dessine pas encore. Et dans ces contextes moroses, voici une initiative qui va à l'encontre des clichés sur la banlieue. Chaque année, le concours Talents des cités récompense des jeunes entrepreneurs et créateurs installés dans des quartiers populaires. Cette année, des amis ont été sélectionnés pour avoir mis au point un projet innovant, des rollers nouvelle génération. Leur société a même généré des embauches. Reportage à La Courneuve, Jean-Baptiste Bruno et David Madège. Malgré son tablier et son pinceau à colle, Arnaud Daru est bien le patron d'une entreprise qui tourne en ce moment à plein régime. Le produit que confectionne cet ingénieur des arts et métiers, le voici, une chaussure de sport 2 en 1. Donc voici le produit fini qui est composé d'une chaussure de marque et une partie roulante. Donc on peut faire du roller avec notre produit, mais également aller d'une petite clé, pouvoir passer le reste de sa journée à pied. C'est dans ces locaux de La Courneuve qu'Arnaud Daru fabrique ses baskets convertibles en roller. Les parties créatives et managériales, elles, ont été confiées à Florian Gravier, son associé. Originaire de Villiers-le-Bel, le jeune entrepreneur a décidé de rester en région parisienne, d'une part pour bénéficier des aides à la création d'entreprises comme le prêt à taux zéro, mais aussi pour montrer l'exemple aux jeunes de banlieue. Les gens qui autour de moi ont réussi sont partis de la banlieue. Et moi, je trouve ça plutôt logique d'y rester.
En tout cas, on travaille avec des entreprises locales, des fournisseurs, des sous-traitants, et on souhaite, à notre petit niveau, participer au dynamisme de la zone géographique qui nous entoure. Publicité dans les magazines, mais aussi sur Internet, ont permis à l'entreprise de se faire connaître en seulement quelques mois. Conséquence, Florian Gravier est fier de nous présenter ses 2 futurs salariés embauchés en CDI. Voici Adrien. Adrien nous accompagne depuis 6 mois chez Flanners. C'est lui qui organise la production chez Flanners. Enfin, Amedeo, notre transfuge italien. On l'a fait venir d'Italie pour un stage également. Et comme Adrien, à partir du 15 octobre, il sera embauché en contrat à durée indéterminée. Aujourd'hui, Florian et Arnaud produisent une dizaine de paires de baskets convertibles par jour. Objectif, arriver à en vendre jusqu'à 3000 par an et donc continuer à recruter. Et pourquoi pas bientôt exporter leurs produits aux États-Unis, pays où le roller est le plus pratiqué. C'est la dernière ligne droite dans le dossier. Alstom, lors d'un comité central d'entreprise, la direction a annoncé que le projet de fermeture partielle du site de Belfort était gelé dans l'attente du plan de sauvetage promis par le gouvernement. Le secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirugue, doit présenter dans les prochains jours des solutions pour éviter le transfert en Alsace de la production souhaitée par la direction. 400 emplois sont en jeu sur ce site spécialisé dans la fabrication de locomotives. Les syndicats sont dans l'attente. Écoutez. On sera rassuré quand le plan il sera abandonné et puis qu'on aura de la perspective sur les années à venir. Aujourd'hui, voilà, on retient notre souffle. Il y a la lame de l'échafaud qui est en haut, elle n'est pas encore tombée. On espère qu'elle va remonter et puis qu'elle ne tombera jamais. Et demain, les salariés du groupe sont appelés à la grève et à manifester devant le siège de l'entreprise à Saint-Ouen. C'est un objet de la vie courante et il est montré du doigt. Certains modèles de déodorants sont accusés de favoriser le déclenchement du cancer du sein. Une étude publiée par des chercheurs suisses met clairement en cause, encore une fois, les sels d'aluminium présents dans la plupart des antitranspirants. Explication avec David Segal, Sarah Warny et Hélène Camille. Chlorohydrate d'aluminium, aluminium, zirconium. Derrière ces noms, des composés de l'aluminium utilisés comme antitranspirants dans nos déodorants. Des substances chimiques en contact direct avec notre peau tous les jours qui pourraient avoir des conséquences sur la survenue du cancer du sein. La sonnette d'alarme est tirée par des chercheurs suisses. Ils ont pendant des mois exposé in vitro des cellules mammaires de souris à des sels d'aluminium. Leur conclusion ? Les cobayes ont développé des tumeurs très agressives formant des métastases, suffisant selon eux pour appeler au principe de précaution, ce que rejettent les industriels. Il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui essayent d'établir un lien entre l'usage de déodorants contenant du sel d'aluminium et le cancer du sein, et aucune de ces études n'a jamais apporté de preuve d'un quelconque lien. Si le débat est relancé, c'est que les cancers du sein se multiplient chez les femmes et qu'ils se développent à 80% à côté du creux de l'aisselle, là où se trouve le réseau lymphatique, là aussi où la peau est la plus perméable. Les sels d'aluminium pourraient passer la barrière cutanée. Une crainte exprimée dès 2011 par l'Agence nationale de sécurité du médicament qui recommandait de limiter la concentration de l'aluminium dans ces produits à 0,6% et de ne pas les utiliser sur une peau irritée. Des recommandations toujours en vigueur aujourd'hui qui font réfléchir les consommateurs. On s'inquiète beaucoup à ce sujet-là, donc on fait attention de plus en plus. Ça peut m'inquiéter, mais après il y a tellement de choses qui sortent chaque jour sur lesquelles il faut faire attention, ça devient vraiment compliqué. En 2014, la Commission européenne qui réglemente les produits cosmétiques avait estimé que faute de données, les risques étaient impossibles à évaluer. Une position qui n'a pas changé depuis. 2 mois de prison ferme, c'est la peine à laquelle a été condamné le défenseur du PSG, Serge Aurier, par le tribunal correctionnel de Paris. Il était jugé pour violence contre un policier lors d'un contrôle à la sortie d'une boîte de nuit de la capitale le 30 mai dernier. Sa peine étant aménageable, il n'ira pas en prison. L'international ivoirien de 23 ans a décidé de faire appel de cette condamnation. Il avait été admis à l'hôpital parisien Saint-Vincent-de-Paul pour une simple angine. Il est 3 ans, est mort le soir du réveillon de Noël en 2008. En cause, une erreur fatale de perfusion. Depuis le drame, eh bien, les parents du petit garçon ne comprennent toujours pas comment un tel scénario a pu se produire et attendent du procès une sanction exemplaire. L'audience est ouverte cet après-midi. 3 prévenus comparaissent pour homicide involontaire. Katia Kerbous et Irène Candel. Les parents d'Iliès sont entrés rapidement dans la salle d'audience, visiblement très émus.
Le matin du 24 décembre 2008, Ilyes, 3 ans, est admis à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris pour une angine, un établissement qui entre-temps a fermé. L'enfant est placé sous perfusion. Dans l'après-midi, il doit recevoir un sérum glucosé, mais l'infirmière se trompe et lui administre du chlorure de magnésium, une dose mortelle. 8 ans après le drame, les parents espèrent comprendre pourquoi et comment. Aujourd'hui, il ne s'explique toujours pas comment ça a pu arriver. Comment on vient vous dire que c'est involontaire, évidemment personne n'a voulu tuer cet enfant, mais comment on peut en arriver là? L'infirmière n'est pas seule en cause car ce drame serait le résultat d'une succession de dysfonctionnements au sein de l'hôpital. Le chlorure de magnésium n'aurait pas dû se trouver dans la pharmacie du service pédiatrie. Il s'agirait d'une erreur de livraison, couplée à une erreur de vérification à la réception de la commande des médicaments. Enfin, l'infirmière n'a pas regardé l'étiquette du flacon, car celui-ci était en tout point semblable à celui qui aurait dû se trouver dans l'armoire. Une erreur aujourd'hui impossible selon l'avocat des hôpitaux parisiens. Les codes couleurs se mettaient en place, il n'était pas encore totalement mis en place. Et surtout, ce qui est important, c'est que malheureusement, il n'y avait pas de réglementation spécifique. Donc la confusion était possible. Aujourd'hui, la confusion est impossible. La famille reproche aussi aux soignants d'être intervenus trop tard, ce que conteste l'équipe médicale. Un débat peut être vain, les experts sont formels, rien n'aurait pu sauver Ilyes, l'intoxication au magnésium a été massive et rapide. Bernard Squarcini, placé en garde à vue par les enquêteurs de l'inspection générale de la police nationale. L'ancien directeur général du renseignement intérieur, l'actuel DGSI, est un proche de Nicolas Sarkozy. Ces gardes à vue interviennent le même jour que celle de l'ancien patron de la police judiciaire parisienne, Christian Flech. Ces deux auditions sont liées à une information judiciaire ouverte, notamment pour violation du secret de l'instruction dans le cadre de l'enquête sur les accusations de financement par la Libye de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. C'était la première visite sur place de son quinquennat. François Hollande s'est rendu à Calais aujourd'hui, conformément à ce qu'avait annoncé Bernard Cazeneuve. Le chef de l'État s'est engagé à démanteler complètement et définitivement le camp de migrants de la jungle avant la fin de l'année. L'opposition, elle, dénonce une visite beaucoup trop tardive. Reportage Kelly O'Neill et Grégory Lafont. Oui, ça devient angoissant de travailler maintenant, ça devient contraignant. Parce qu'on a toujours la peur, en fait, la peur au vent. Voilà, par rapport à une attaque qui peut venir sur la rocade. François Hollande face à un chauffeur routier victime d'agression sur la rocade portuaire. Le chef de l'État a attendu 4 ans et 4 mois après son élection pour faire le déplacement de Calais. Quelques mois seulement avant une nouvelle échéance présidentielle. L'heure est à solder les thèmes qui pourraient gêner une plus que probable campagne. Et pour marquer le coup, une annonce forte, le camp de la Lande, autrement dit la jungle, devra fermer avant la fin de l'année. Entre 7 et 10 000 personnes y vivent dans des conditions très difficiles. Et au-delà même du chiffre, cette situation n'est pas acceptable. Dès lors, nos objectifs sont clairs. Garantir la sécurité des Calaisiens, maintenir l'ordre public et assurer aux migrants, aux réfugiés, des conditions dignes. François Hollande est à Calais 5 jours après la venue sur place de Nicolas Sarkozy, dont les proches, François Baroin en tête, raillent le côté tardif de la visite présidentielle. Les élus de droite de la région accueillent toutefois avec bienveillance les annonces du jour, mais avec pas mal de prudence aussi. Aujourd'hui, si on est dans cette situation quand même à Calais, c'est parce qu'on n'a pas su la gérer depuis 3 ans. Donc que le président de la République vienne annoncer un dispositif parce qu'il n'a pas su le gérer pendant 4 ans, c'est la moindre des choses. Le dispositif, justement, ceux des migrants qui peuvent demander le droit d'asile, environ 80%, seront répartis sur tout le territoire dans les centres d'accueil et d'orientation. Les autres devront quitter la France. Par ailleurs, François Hollande annonce que pour éviter toute réinstallation de campements sauvages, la présence policière sera maintenue après l'évacuation. L'actualité à l'étranger, toute l'Amérique retient son souffle. C'est ce soir qu'aura lieu le premier débat entre les deux candidats pour la Maison-Blanche. Hillary Clinton et Donald Trump vont s'affronter pendant 90 minutes chrono à la télévision. Derrière leur écran, 100 millions de personnes devraient suivre cette confrontation entre la démocrate et le républicain. Le match s'annonce très serré et l'enjeu énorme. Marc Guéring et Lionel Gendron. À l'intérieur de cette université près de New York, voici la salle d'examen. Les candidats Clinton et Trump auront 90 minutes pour convaincre. Ils pourront prendre des notes, mais n'ont pas le droit à leur fiche, ni à leur téléphone portable. Debout derrière un pupitre, ils n'auront pas de pause, pas de coupure publicitaire. Le tout arbitré par le présentateur vedette de NBC, Lester Holt. Donald Trump avait hurlé au scandale l'accusant d'être démocrate.
avant de trouver que c'était un type bien, en apprenant qu'il serait plutôt républicain. Justement, l'attitude de Trump tout à l'heure, c'est la grande inconnue. On se demande tous qui va venir ce soir. Est-ce que ça sera le Donald Trump qui va essayer de rassurer toute la partie de l'électorat qui aurait peut-être tendance à être d'accord avec ses idées mais qui a des doutes sur sa présidentiabilité? Est-ce que ça sera le Donald Trump qui renvoie des insultes à son opposant? Par exemple, il hésite à appeler son adversaire Hillary la crapule, comme il le fait souvent. Hillary Clinton qui a allégé son agenda pour préparer le premier des 3 duels télévisés, où 3 thèmes seront abordés: la prospérité, la sécurité et l'orientation des États-Unis. Ces débats font partie de l'histoire américaine. Le premier a eu lieu en 1960 et aurait en partie assuré le succès d'un Kennedy enthousiaste face à un Nixon mal à l'aise à la télévision. Tout à l'heure, Hillary Clinton aura du répondant moins agressif que Trump. Elle a aussi une plus grande expérience politique. Et elle a pris de l'énergie auprès de ses soutiens, comme le montre cette incroyable photo où des dizaines de supporters tentent de prendre un selfie avec elle. En guise d'entraînement, plusieurs de ses conseillers ont joué le rôle de Donald Trump. Ce dernier, selon son entourage, devrait laisser parler lui son instinct. Allez, on reste aux États-Unis avec cette nouvelle fusillade. Au moins 6 personnes ont été blessées par un homme qui a ouvert le feu au hasard sur des véhicules qui passaient devant un centre commercial de Houston. 2 personnes ont été gravement atteintes. Le tireur a été abattu par les policiers. Il pourrait s'agir d'un avocat en conflit avec son cabinet. Une équipe de déminage a été envoyée sur place pour examiner un véhicule suspect. En Syrie, une semaine après la fin du cessez-le-feu, la situation a encore dégénéré. La nuit dernière, des dizaines de frappes aériennes ont visé les quartiers tenus par les rebelles dans l'est d'Alep, faisant de nombreuses victimes. En une semaine, 237 personnes, dont 38 enfants, ont été tués dans les attaques aériennes. Hier, au Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis et la France ont accusé la Russie de commettre des actes de barbarie en Syrie. Vous le savez, les Russes continuent de bombarder Alep aux côtés des forces gouvernementales. C'est une manifestation qui n'existe nulle part ailleurs. Hier, à Venise, des milliers d'habitants se sont regroupés sur l'eau pour dire stop à l'arrivée massive de paquebots remplis de touristes qui, selon eux, menacent la lagune et les fondations fragiles de la cité des Doges. Ces manifestants à bord de petites embarcations ont essayé symboliquement, bien sûr, d'empêcher le passage de quelques navires de croisière. Le récit de Pauline Buisson. Sur leur petite barque, drapeau et fumigène en main, ils entendent barrer la route à cet énorme paquebot. David contre Goliath, qu'importe pour ces habitants de Venise jusque tard dans la soirée, ils ont manifesté hier avec parfois des gestes explicites contre ces bateaux de croisière. Ce qu'ils dénoncent, le va-et-vient dans la lagune de ces monstres des mers chargés de touristes. Chaque semaine, une trentaine de paquebots de ce genre empruntent le canal de la Giudecca. Ils longent de superbes palais et passent notamment au large de la place Saint-Marc. Et c'est bien là le problème. Selon les manifestants, le ressac provoqué par ces navires serait calamiteux pour les palais. Le sel rongerait en effet les fondations de pierre ou de briques, inconcevables pour ces riverains. Nous sommes ici pour réaffirmer notre opposition au passage de ces grands navires dans la lagune. Nous le répétons maintenant depuis 4 ans. Il est temps que le passage de ces monstres à travers Venise se termine. Sur le papier, les manifestants ont déjà gagné. Un décret de 2012 interdit l'entrée dans la lagune aux navires de croisière. Voilà pour le principe. Mais en réalité, cela reste autorisé tant qu'une solution alternative n'a pas été trouvée. Il faut dire que ces navires déversent plus d'1,5 million de touristes par an sur les 30 millions qui visitent la cité des Doges. Une manne financière non négligeable pour les commerçants, mais aussi des emplois, 5000, directs ou indirects. Difficile donc de renoncer à cela pour les autorités vénitiennes. Des alternatives sont néanmoins à l'étude. L'une d'entre elles contraindrait les paquebots à accoster plus loin. Les passagers seraient ensuite acheminés par de plus petits bateaux dans la lagune de Venise. On revient en France, cette fois c'est officiel et la décision est historique. La piétonisation des voies sur bergerie droite a été votée par le Conseil de Paris. Les 3,3 km de bord de Seine entre le quai des Tuileries et le port de l'Arsenal seront désormais réservés aux piétons et aux vélos. Si la gauche et les écologistes ont voté pour, les Républicains et l'UDI ont voté non. Écoutez Nathalie Kosciusko-Morizet. Moi, je crois que les Parisiens, ils ne sont pas égoïstes. Ils ont envie de la réduction de la place de la voiture à Paris, oui, mais il y a des manières de faire. Des manières qui ne soient pas dans le mépris des habitants de banlieue qui ont besoin de prendre leur voiture et qui sont nombreux aujourd'hui à souffrir des temps de parcours. Et c'est pour ça aussi que les élus de banlieue étaient présents tout à l'heure. Pour faire entendre tout simplement ces voix qui aujourd'hui sont oubliées dans le débat parisien.
Un arrêté municipal définitif suivra dans quelques semaines. Il devra recevoir l'avis conforme du préfet de police de Paris. Oublier de prendre sa pilule, ça arrive encore beaucoup trop souvent. Résultat, en France, en 2016, une grossesse sur 5 serait non désirée. Alors, en cette journée mondiale de la contraception, faisons le point. Quel est le contraceptif le plus utilisé chez nous? Comment être sûr de ne pas oublier de prendre la pilule? Que faire en cas d'oubli? Ce soir, c'est Cyrielle Sadler qui vous répond. Cyrielle, première question. Quel est le moyen de contraception le plus utilisé chez nous? Sans surprise, Xavier, c'est la pilule utilisée par plus de 40% des femmes. Le chiffre grimpe même à 70% pour les moins de 35 ans. Un plébiscite pour cette méthode orale commercialisée depuis 1967. Facile et fiable selon les gynécologues si elle est prise correctement. Mais c'est justement là le problème, effectivement, puisque selon une récente étude, 2 femmes sur 5 de moins de 30 ans oublient de la prendre une ou plusieurs fois dans le mois. Alors rappelons un peu les basiques. Que faire en cas d'oubli de la pilule? Eh bien, vous avez environ 12 heures de battement pour prendre votre pilule de retard. Attention, pour les pilules microdosées, ce délai n'est que de 3 heures, sans quoi vous n'êtes plus protégé et vous devez utiliser un autre moyen de contraception jusqu'à la fin de votre tablette. Si vous avez eu des rapports non protégés durant ces oublis, eh bien, il existe une solution de secours, la pilule du lendemain. Alors, comment se la procurer, cette pilule? Elle est délivrée, Xavier, en pharmacie, sans ordonnance. Elle est gratuite pour les mineurs. Pour les majeurs, eh bien, elle coûte environ de 5 à 18 €. Mais attention, elle n'est pas fiable à 100%. Rappelons tout de même que les pharmaciens n'ont pas de clause de conscience, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas refuser de délivrer la pilule du lendemain sur la base de leur simple conviction personnelle. C'est bien de le rappeler. Quelles sont les alternatives, Cyrielle, à la pilule? Eh bien, il en existe plusieurs. D'abord, il y a le stérilet. Et là, attention aux idées reçues. Il n'est pas seulement réservé aux mères de famille. Les femmes sans enfants peuvent également y avoir recours. Peu connu et peu prescrit également, l'implant. Vous le voyez, ce petit bâtonnet se pose sous la peau, sous le bras généralement grâce à une anesthésie locale. Il va ensuite diffuser en continu des hormones pendant 3 ans pour empêcher toute ovulation. Si malgré tout vous préférez la pilule, sachez qu'il existe des applications sur smartphone pour penser à la prendre. Effectivement, comme par exemple e-pilule, ma pilule ou encore MyPill. Le principe est simple, eh bien, c'est une alarme effectivement qui sonne en fonction de votre emploi du temps. Un marché, Xavier, qui est en pleine expansion puisqu'il y aurait déjà plus de 4 millions d'utilisatrices dans le monde. Eh bien, merci beaucoup, Cyrielle. Allez, un casque, un blouson, une moto, leur nombre ne cesse de grandir. On compterait 200 000 motards en France. Du coup, des associations au club en passant par les boutiques spécialisées, les lieux et les initiatives se multiplient pour les femmes et leurs motos, loin, très loin des mauvais clichés. Reportage de Loïc Perfusé et Chloé Baïse. Ce grondement de moteur accompagne Myriam au quotidien. 2 ans qu'elle conduit à travers Paris. Sa moto, elle l'adore. Elle est jolie, elle n'est pas trop grosse, elle fait un peu féminine. Jolie et féminine, loin de tout cliché. Sur cette pratique, d'abord réservée aux gros bras. Aujourd'hui, les femmes représentent un quart des motards français. Et que ce soit dans des clubs, des associations ou à travers des magazines spécialisés, elles s'expriment et se révèlent au moins aussi intrépides que les hommes. Alors, pour satisfaire une clientèle de plus en plus nombreuse, Myriam a misé sur un nouveau concept, la vente d'équipements et accessoires moto 100% féminins, comme ce sac à main pour casque ou ces blousons élégants avec protection intégrée. Les femmes à scooter et en moto, je pense qu'elles ont envie de se sentir plus féminines à moto. Ce qui n'est pas évident parce que quand on est à moto, on a besoin de protéger ses chevilles, ses mains. Donc il faut trouver des belles matières et des beaux objets. Et j'avais envie d'offrir quelque chose de différent. Dans sa boutique, un espace réparation et mécanique. Et Bruno adhère à la tendance. C'était un monde fermé aux femmes, à mon avis, mais qui est en train d'énormément s'ouvrir justement. Donc je pense qu'il faudrait adapter un petit peu les services proposés aux clientes féminines. S'adapter, car le marché des bikeuses ne cesse de croître. Chaque année, 12 000 permis moto sont attribués à des femmes.
Avec ce nouveau disque, Hélène Ségara renoue avec ses racines italiennes. Elle a choisi de reprendre des standards incontournables de la musique transalpine. Amaretti, c'est le nom de ce nouveau disque, un nom qui désigne des petits biscuits italiens aux amandes. Pas mal pour un album aux allures de Madeleine de Proust. Sébastien Lacroix et Arthur Day l'ont rencontré. Dans les rues de Florence, Hélène Ségara reprend en italien et en français le célèbre tube de Zucchero. À 45 ans, la chanteuse renoue avec ses origines. On en parle évidemment dans une épicerie italienne. La musique italienne, c'est une musique où il y a des grandes mélodies, c'est des musiques passionnées, beaucoup de chansons d'amour, mais pas que, parce qu'il y a aussi des artistes comme Adriano Celentano qui avait un esprit très rock. Différents genres, différentes époques. Hélène Ségara partage ses Italies. C'est drôle parce que pour un album de reprise, c'est quand même un des plus personnels de tous mes albums. Je suis moitié italienne, j'ai toujours interprété des chansons italiennes avec des grands chanteurs comme Bocelli. C'est ma plus belle histoire d'amour. Mon producteur était italien, Orlando, pendant 20 ans. Je crois que ça fait partie de ma construction. L'album qui sort ce vendredi sera son 12e. En 20 ans de carrière, Hélène Ségara a vendu 8 millions de disques. Les amoureux des balades en scooter, des ristrettos et autres dîners romantiques seront comblés par celui-ci. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Après Scène des ménages, ne ratez pas un nouvel épisode de L'amour est dans le pré. Prochain rendez-vous avec l'info demain, le 12h45, présenté par Karine Guilloc. Et je vous retrouve pour le 19h45. Très bonne soirée sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.